C'est-à-dire que si tu es enfant de milliardaire et tu es enfant de riche, il faut savoir qu'il y a des enfants de pauvres. Il faut respecter les enfants de pauvres. Il faut pas dire que parce que tes parents ont des milliards que tu es au-dessus de tout le monde. Il faut respecter les pauvres. Si tu peux aider ce pauvre, aide-le. Si tu es un pauvre que tu veux être n'importe quoi dans la vie, hein, donne-toi à fond, n'écoute pas les gens, concentre-toi sur ce que tu veux faire et bats-toi pour être ce que tu veux être. Parce que c'est comme ça que j'ai été. Et c'est ce que je veux voir mes fans appliquer. Je veux voir des fans qui ont bataillé eux-mêmes sans compter sur l'aide de leurs parents pour avoir leurs milliards ou pour avoir tout ce qu'ils ont, voiture, maison, tout leur ce qu'ils accomplissement. ont. Voilà, leur accomplissement, leur objectif dans la vie. Il faut jamais se laisser abattre. Et surtout, voilà l'interdiction de la vie. Quand tu aimes Arafat, ne jamais prendre la honte, quelles que soient les situations. Il faut toujours sortir vainqueur. Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de One Invest. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre série consacrée aux conseils motivants des personnalités qui vous inspirent. Cette semaine, on se retrouve pour parler du parcours inspirant du feu Didier Arafat, plus connu des fans sous le nom de Yorobo. Beaucoup nous ont demandé de faire cette vidéo et nous avons décidé de lui rendre hommage à notre façon en vous présentant les 10 conseils qui ont fait le succès de cette personnalité, pas comme les autres. C'est des amis à moi qui m'ont collé cette étiquette parce qu'ils trouvaient que j'étais trop comme Yasser Arafat parce que je suis plus autoritaire dans ce que je fais et j'aime beaucoup m'imposer. Autoritaire dans tous les domaines. Hein. Voilà, justement. Ça vient d'où? Ça vient de mon père parce que lui aussi c'est quelqu'un de qui a du caractère et qui a du caractère, donc voilà. Papa, maman dans le monde artistique, musicien, chanteur. Ouais. Et tout le monde connaît mon père et ma mère. Mon père c'est Pierre, ma mère c'est Logbo Valentine, alias Tina Spencer. C'est eux qui vous ont donné envie d'embrasser cette carrière. Ouais, ils étaient déjà comme ça, ils m'ont mis au monde et je crois que j'ai hérité de leur... Vous avez hérité de ça et de leur talent aussi. Tu parlais tout à l'heure de ton père, paix à son âme, Pierre Onhou, qui était guitariste en fait et ingénieur du son. Est-ce que c'est lui qui t'a inspiré aussi? Est-ce que tu étais en studio avec lui? Il a joué avec Mayway, il a joué avec plein de gens. Est-ce que c'est lui qui t'a donné une vibe pour te lancer dans ce game? Du moment où c'est lui mon père, c'est lui. Ouais. Mais sinon, c'est pas lui. Ok, alors explique-nous. Voilà. C'est lui du sens où il est mon père. Il est passé par ma mère pour me mettre au monde. Donc, du coup, son sang coule dans mes veines et son talent coule dans mes veines. Là, ce côté-là, c'est lui. Mais le côté de sortir, aller dehors, vivre seul, aller à l'aventure pour devenir ce que je suis, c'est moi-même. Mon père n'aimait pas les adeptes du coupé-décalé. Il n'aimait pas Douksaga et toute sa clique. Il les détestait à mort. Il trouvait que c'était des voleurs. Il trouvait que c'était des gars qui étaient pas sérieux et tout. Moi, je voyais juste ça à la maison parce que je les voyais à la télé. Je savais même pas qu'un jour j'allais me retrouver auprès d'eux. Donc voilà, c'est un peu ça. Et mon père était quelqu'un qui était très très sévère et dur dans le travail parce qu'il ne s'amusait pas avec son travail. Il était vraiment sévère. Je crois que c'est ce que j'ai hérité de lui. Mais en même temps, tout ce que j'ai aujourd'hui et tout ce que je suis, c'est lui parce que, à force de m'avoir endurci, aujourd'hui ça paye. Et j'enseigne mon éducation que j'ai reçue de mon père à toutes les personnes qui marchent avec moi. Et c'est peut-être pour ça aussi. Papa, grand artiste connu en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Et vous n'êtes pas dans le domaine de la musique. D'abord DJ, pourquoi? DJ parce que j'aimais la musique, mais j'ai pas chanté, je suis pas allé en studio directement. J'aimais aussi voir les gens au platine et tout, et j'aimais bien les Atalakou, Daladji Toutouya, un DJ que vous avez sûrement connu. Donc moi j'ai commencé aussi DJ d'abord, et après j'ai commencé à faire les Atalakou. Et c'est de là en club ou dans les maquis? Dans les maquis. Les gros maquis. Voilà, c'est là qu'un producteur m'a repéré et qui a décidé de me mettre en studio. Que le grand public ne sait pas, vous êtes également doué pour jouer des instruments, vous composez, vous arrangez vous-même? Je suis arrangeur aujourd'hui, je fais mes sons moi-même et... Vous l'avez appris? Non, je ne l'ai pas appris, j'ai regardé les gens, comment ils faisaient.
Vous avez regardé qui, votre père? Parce que c'est un musicien, pas mon père. En studio? J'ai regardé Max Hero qui est mon arrangeur, j'ai regardé Champi Kilo qui est mon arrangeur, j'ai regardé Baby Philippe, tous les gars qui font des arrangements. Tout le monde peut regarder mais ne pas le faire. Hein. Ouais, j'ai regardé, après j'ai demandé des logiciels aux gens, j'ai équipé mon ordinateur, j'ai essayé de rentrer où il rentrait, et puis bon, à la base je suis musicien, je joue à la batterie, donc j'ai commencé à me former un peu. Entre Jonathan et le succès d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait de vous aujourd'hui le mythe que vous êtes devenu? C'est le travail, Ça a été voulu? Voilà, ça a été voulu. Après Jonathan, j'ai sorti Ma chérie, faut pas pleurer. Je suis resté en France 3 ans. Je m'étais éteint, on parlait plus de moi. Et après, On vit ça comment quand on parle plus de soi? Quand il n'y a plus de son, il n'y a plus de lumière? Ben, c'est bizarre, c'est clair qu'il y a moins de spectacles. Et puis, il n'y a pas d'inspiration. C'est totalement dans le noir. Donc quand j'ai été rapatrié, je suis allé en Côte d'Ivoire. Rapatrié? Oui, parce que j'étais ici 3 ans sans papier, en Europe. Et après, On vous a arrêté? La police m'a arrêté, ils m'ont ramené en Côte d'Ivoire. Centre de rétention. Voilà, j'ai fait un bon centre de rétention. Oui. Et ensuite? Et après, ils m'ont ramené en Côte d'Ivoire. Et c'est une fois arrivé là-bas, je ne maîtrisais plus rien parce que j'étais... Vous avez vécu 3 ans ici, voilà. oui. Donc je me suis adapté au style de là-bas et c'est là-bas que j'ai sorti Bongo. Voilà. Ouais. Bongo, une danse qui a cartonné aussi. Tout à fait. Donc quand vous étiez en train de dire que c'est Jonathan qui... Après Jonathan, il n'y a rien eu, ça m'a fait rigoler. Qu'est-ce qui t'arrive à l'époque? Au fait, mon histoire est à peu près comme lui, sauf que lui, il a Toi, tu grimpes pas au balcon. Voilà, moi, je grimpe pas au balcon, sauf que moi, je me suis enfui de ma maison et j'ai décidé d'affronter la réalité de la vie, au fait. Moi, mon histoire, elle est pareille. Je vais même pas être long. Mais explique-nous un petit peu. 14 ans, voilà, je décide de quitter ma maison au Cocody Blocos et je me retrouve directement à Yopougon chez ma grand-mère. Et voilà, je suis disjockey dans des petits maquis où on me payait à 1 euro. Voilà, on me payait à 1 euro. De 2002 à 2003, on me payait à 1 euro, c'est-à-dire 655 francs CFA pour ne serait-ce avoir ma voix sur une cassette. C'est incroyable. Pour un client. Vous entendez ça quand même, petite parenthèse, Arafat. Voilà. Message aux jeunes quand même qui commencent. Vous savez, tu sais, les jeunes, souvent aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça y est, ils ont des likes vides de l'Instagram, des followers, etc. Il faut vraiment, voilà, accepter certaines conditions quand on en veut vraiment. 1 euro, 650 francs. Voilà, qu'on me payait pour juste faire un atalakou du genre Juliette, c'est la plus charmante, ma. Ça vaut plus cher. Voilà, mais moi je le faisais à 1,50 € en 2002. Donc imaginez un peu, quand je le fais pour 4 personnes, au moins j'arrive à me défendre, à les payer juste de la nourriture pour ma copine, pour qu'elle mange, ou juste acheter de la nourriture pour des amis. Donc c'est de ça que je vivais jusqu'à ce qu'on vienne me chercher dans mon quartier à Yopougon pour m'emmener dans l'un des plus grands maquis d'Abidjan qui a régné et qui a fait son histoire, qui est le Shanghai. Le Shanghai. Et c'est là-bas que je suis arrivé. C'est comme ça que je suis tombé. Et tu arrives en France, donc tu commences à tourner, tu t'envoies des tubes. Tu tournes en France, en Suisse, en Belgique, etc. Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens papa et là, d'un seul coup, tu te retrouves bloqué en France. Je me suis imposé d'abord à Abidjan au Shanghai. Je suis arrivé, automatiquement, je suis tombé sur un producteur de nom de Roland Le Benguis qui m'a emmené au studio. Et là, j'ai sorti Jonathan. Jonathan qui m'a emmené en France en 2005 et 2006. Je cartonne, je fais des tournées et tout, où j'étais payé à 250 € et 300 € le showcase. D'accord. En 2005-2006. Ok. Avec un promoteur dont je tais le nom, mais qui prenait des cachets de 6 000 ou 8 000 euros. Lui, en fait, il te vendait 8 000 € et il te donnait 200 €. D'accord, voilà, ouais, donc faites gaffe avec les tout le promoteurs. rêve de tous les Ivoiriens, c'est devenu, de tout Africain, c'est devenu en Europe, en France, par exemple. Donc, du coup, on te dit, tu viens en France, tu cours, tu t'en fous du cachet. Mais il y a une histoire de passeport, de tout ça. Oui, parce que le promoteur de spectacle, quand je suis arrivé la deuxième fois, il n'a pas voulu que je reste en France. Ouais. Il a voulu que je retourne. En général, ce qu'il faisait ne se fait pas. Depuis 2005, ce promoteur de spectacle fait venir les artistes dont j'ai fait partie. Et quand ils font venir les artistes, ils bloquent les passeports des artistes pour éviter que les artistes fuient. Histoire de se faire des amis ou d'avoir une copine, pour avoir les papiers, pour protéger leur structure. Pour ne pas dire que, voilà, nous on a eu des engagements envers l'ambassade de France et voilà, l'artiste il est resté et nous ça mélange nos trucs. Mais il t'a pas rendu tes papiers en fait. Il m'a pas rendu mes papiers.
pendant que j'étais revenu la deuxième fois, j'ai eu ma petite fille que j'aime tant, Wan Lachana, qui est mon premier enfant, qui a aujourd'hui 15 ans. Ouais. Donc, je l'ai eu, ma fille, et je lui ai dit, écoute, j'ai une fille, passe-moi mon passeport, je suis en France déjà, je suis pas rentré, passe mon passeport. Pour la déclarer, pour que j'aie mes papiers, le mec, il m'a fait du chantage. Il m'a dit de lui donner 5 000 € d'abord avant qu'il donne mon passeport. Incroyable. Où j'allais enlever 5 000 € en 2006-2007. J'étais rien, tu me payais 200 € par spectacle, tu m'exploitais. Donc j'étais entre le marteau et l'enclume. Donc j'étais là. Jusqu'à ce qu'un jour la police tombe sur moi sans papier, à la gare de Lyon, on m'arrête automatiquement, bam bam, je monte la pièce d'identité de ma fille qui était déjà née, qui était française, qui portait mon nom en Didier. Malgré ça, on m'en ramène au centre Exupéry de Lyon en 2009. Et t'as fait de la détention. Et on me prend et on me rapatrie sur Abidjan. Et t'as fait de la détention, t'as fait un mois de prison un mois de prison en France. C'est incroyable quand même. Au Saint-Exupéry de Lyon. Personne ne le sait, mais mon nom il est là-bas, en Didier. 2009, ils m'ont rapatrié à 7h08. Et on est monté dans l'avion tôt. L'avion il a décollé à 14h15. Et on est arrivé à Abidjan. T'as créé un nouveau truc, en fait, c'est la trappe décalée, c'est ça? La trappe décalée. Donc tu pars de plus en plus dans le rap, en fait. Voilà, la trappe décalée, c'est inspiré de la trappe en elle-même. Voilà. Mais moi, j'ai collé mon coupé décalé. A du tu vois, donc ça te donne ensemble du ouais, parce que là, t'es plus en mode... mais tu chantes parfois, tu rappes aussi, tu trappes un petit peu. Qui sont les rappeurs qui t'ont inspiré? Je sais que t'aimes Lil Wayne, beaucoup. D'ailleurs, pourquoi t'aimes Lil Wayne? J'aime Lil Wayne parce que... Quand elle est venue avec son Amélie, tu vois, son style, je me suis senti en lui, au fait. Parce que j'étais déjà comme ça sans le connaître. Et quand il est venu, je me suis senti, j'ai dit, il y a un deuxième Arafat, au fait. Donc, du coup, j'ai aimé son comportement. Moi, c'est son comportement. Je ne comprends pas ce qu'il dit, parce que je ne parle pas l'anglais pour l'instant, mais je vais apprendre, ne vous inquiétez pas. Donc, je me suis senti en lui, c'est juste pour ça. Et du coup, tu as ton label. J'ai mon label, comme lui. Où tu produis plein d'artistes. Et beaucoup. Tabou les Rochereau, Koffi Olomide, Papa Wemba fait à son mes animateurs, moi, j'ai écouté plus des animateurs, pas les artistes. Moi, j'ai écouté Bill Clinton, Arafat de Stramusica. Voilà, c'est mes deux plus grands animateurs. Voilà. Donc, quand je faisais beaucoup le coupé décalé, je m'inspirais d'eux. Mais aujourd'hui, je fais tout style de musique. Donc, je suis partout. Mais qu'ils sachent qu'ils ont été mes animateurs. C'est-à-dire, ils m'ont inspiré. Tu traînais beaucoup, tu avais beaucoup d'amis libanais. Et ce sont les Libanais de la Côte d'Ivoire qui t'ont appelé Arafat. Pourquoi ce surnom? Parce qu'ils trouvaient que j'avais un comportement comme Yasser Arafat. Et moi, je leur ai dit, mais c'est ce que j'étais dur dans tout. C'est-à-dire, même en amitié, j'étais très jaloux. Et moi, je me comportais aussi comme on va dire un dictateur très jeune, en fait. Okay. Un gars qui est avec ses potos, qui n'aime pas partager. Dès qu'un poteau avec un autre poteau, ben écoute. T'as peur de les perdre. Ils trouvent que j'étais aussi très dur. Et voilà, j'aimais pas perdre dans tout ce que je faisais, même dans les jeux vidéo et dans plein de choses, en fait. J'avais des visions qu'ils n'avaient pas et tout. Ils ont dit, mais toi, t'es Yasser Arafat, en gros, toi, Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à m'appeler Arafat. Et surtout aussi parce que j'aimais un animateur congolais. Du nom de Arafat 3500 qui était avant avec un groupe dont vous avez connu Stramusica. C'était un animateur qui m'a inspiré. Big up à Roga d'ailleurs. Voilà, il m'a inspiré, mais voilà, et ça a suivi. Alors moi j'aimerais qu'on parle un peu de génération. C'est vrai que Arafat est le leader charismatique de cette nouvelle génération coupé décalé, mais quels sont vos rapports avec les anciens, Lino Versace, Mollard? On a de bons rapports, hein. Mollard c'est mon vieux père, tous les gars de la Jet Set c'est mes vieux pères. Et voilà, il n'y a pas de palabre entre moi et eux, je respecte toujours le fait que ce soit eux les dévanciers. Sur vos compositions, sur vos albums? Oui, ils ont été dans non pas sur mes albums, mais ils ont été dans mes concerts, et eux aussi quand ils ont des concerts, je suis là, donc voilà. C'est eux nos dévanciers, hein. Si tu respectes pas les dévanciers, c'est très bien. Et à Zekion, voilà. Zekion qui est une rappeuse. J'aimerais que tu nous racontes l'histoire, parce que Zekion, c'est quand même assez incroyable ce que tu lui as fait. L'histoire est dingue. Zekion, c'est en 2017 sur Instagram. Je me baladais, les gens m'écrivent beaucoup sur Instagram. Je suis tombé sur son message. Elle m'a dit, viens voir. Elle a osé. Même pas bonjour, hein. Elle a dit, ouais, viens voir ce que je fais. T'as que des artistes de merde qui te trahissent et tout. Ah, bon, quelqu'un comme ça me parle sur Instagram. Du coup, je réponds. J'ai dit, tu te prends pour qui? Tu sais pas à qui tu parles. Elle me dit, si, je sais que c'est DJ Arafat. Mais voilà, va voir ce que je fais et tout.
Je m'en vais, je vois la petite en train de faire des freestyles, c'est comme ça, je lui ai dit, bon, t'es où? Elle dit qu'elle est en Hollande, je lui ai dit, bon, je peux te faire venir, ok, paye mon transport, mon ticket de train, j'arrive, bam, et elle arrive, pap, ok, ben voilà, fais un freestyle, ok, bon, moi je m'en vais à Abidjan dans 3 jours. Elle dit, bon, ok, elle est prête à me suivre, ok, maman de Zikion, ça va? Elle dit, oui, ça va, ok, votre fille va me suivre, hein, vous me connaissez pas. Elle dit, ok, je vous confie ma fille, me fatigue avec vous, son rêve c'était de vous rencontrer, et on est parti, et on a sorti son son, et parlez, Trump, boum, qui est un carton en ce moment en Côte d'Ivoire. T'oublies de raconter quand même une chose sur Zekian. C'est qu'en fait, il l'appelle et le lendemain, il lui dit, écoute, je fais Skyrock, d'ailleurs un gros big up à Fred et la nocturne. Ouais. Et je fais la nocturne, donc tu sais quoi, si t'es OP et que t'as la dalle, bah rejoins-moi à Paris, viens faire la nocturne avec moi. Direct. La gamine quand même rappait dans sa chambre, pas plus tard que la veille, et le lendemain, elle se retrouve à Skyrock, qui est quand même juste énorme pour quelqu'un qui est dans le rap, avec même Arafat. Moi-même, j'ai mis du temps à mettre le pied à Skyrock dans ma carrière musicale, mais elle, je lui cause la veille, le lendemain elle a Skyrock, le lendemain calme, normal, hein, avec moi et tout, en train de toaster, bah voilà. Ali Le Code et Ivan Trésor, tu peux nous en parler un peu? Ali Le Code, c'est d'abord un légionnaire, il a fait la Légion pendant 5 ans pour la France, voilà. Donc, il n'est pas français. Il a un titre de séjour. Il a fait plein de pays, Centrafrique et plein de pays. Il est un peu comme nos tirailleurs sénégalais, alors. Voilà, il a décidé de suivre la musique parce qu'à la base, c'était la musique qu'il voulait faire, mais il a fait d'abord l'armée. Donc, c'est un ami que je connais depuis 2013 d'abord. Et jusqu'à aujourd'hui, il aime la musique. Donc, j'essaie de le pousser. Il a son petit talent à lui et il a de la force. Ivan Trésor, c'est un ami de galère. Pendant que j'étais DJ, je chantais pas. Je connaissais déjà Ivan Trésor. Sauf que moi, j'ai eu le nom et je suis aujourd'hui Arafat, ce qui n'est pas aujourd'hui, mais petit à petit, j'essaie de lui donner la corde et je le fais monter à sa manière parce qu'il est très talentueux. Quand même, tu es très influent. D'ailleurs, en 2015, le Forbes Afrique et Trace Africa te donne le titre de l'artiste africain le plus influent à l'international. Grâce à Comment Dieu. tu vis ça? Mais j'ai remercié le Saint-Esprit parce que c'est pas permis à tout le monde d'être influent dans tout un continent, tu vois. C'est chaud. Et voilà. Comment tu gères cette... parce que c'est une vraie responsabilité quelque part. Tu rigoles beaucoup là, tout ça, enjaillement, on le sait, on rigole et on s'amuse. Mais dans le fond, pour te connaître un peu, je sais que tu es quelqu'un de très conscient. Comment tu assumes cette part de responsabilité? Parce qu'à chaque fois que tu poses quelque chose, tu sais que c'est des millions de personnes qui te suivent. Des enfants comme toi, peut-être à l'époque, des gens. Comment tu assumes cette responsabilité? Je les assume, mais au moins je véhicule mes messages. Voilà. Tous les artistes qui n'ont pas véhiculé de messages, à la fin, ont perdu la vie. Je suis prêt à perdre la vie à n'importe quel moment. Sauf qu'il faut qu'on sache pourquoi j'ai perdu la vie, au fait. Et à cause de qui j'ai perdu la vie. Vous comprenez un peu? C'est à peu près un peu comme l'histoire de XXXTentacion. Ouais, il parlait beaucoup à ses fans. C'était un artiste qui était beaucoup pour ses fans sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on dit qu'il est mort. Bon. Il a été assassiné, par ailleurs, il y a 15 jours, donc XXXTentacion, pas 15 jours d'ailleurs, je vais reprendre. Il est mort. Voilà. Il a été assassiné mais au mois moins, il parlait beaucoup à ses femmes, tu vois. Et s'il n'est pas mort, que c'est peut-être un buzz après, bon, on s'en fout, même si c'est peut-être un buzz, on s'en fout. Mais moi, le truc, c'est quoi? C'est que moi, je suis présent pour mes fans. Et tout ce qui m'arrive, je tiens au courant mes fans. Voilà. Au moins, demain, il y a des traces et il y a des preuves. De tout ce qui va arriver. Mais que mes ennemis sachent que je suis prêt depuis bien longtemps. Un petit truc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. S'il vous plaît, si vous souhaitez nous soutenir et nous encourager dans notre démarche, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça nous fera toujours plaisir. Et si vous souhaitez être tenu au courant de la parution des prochaines vidéos, surtout, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications. C'était Djibril Ben Saïbou du blog One Invest. À la prochaine. Ciao, ciao. Et le morceau était bien, j'ai mis le truc, je me suis vraiment concentré, j'ai fait le morceau avec amour, sans penser à l'argent. 100% me dit, je fais le morceau, c'est pour avoir l'argent. Si vous faites morceau pour avoir l'argent, vous n'allez jamais avancer dans votre vie. Si vous faites la musique pour avoir l'argent, la musique va vous laisser. C'est moi petit, moi je là, moi vous dis ça. La musique, faut l'aimer. Si tu n'es pas né musicien, tu n'es pas né quoi que ce soit, tu aimes la musique, tu considères la musique, tu le respectes. Lui seul, la musique, il va te faire manger. C'est simple. Mais si tu le fais, bah, tu es quand ouais, non, c'est lui qui chante, tu es Mablo Lego. Tu joues à la musique, mais lui jouait toi. C'est vrai qu'il te fait faire un single, non? Ton single fait boua! Et puis après, maintenant, tu as du mal à redécoller.
c'est parce que tu as fait la musique pour l'argent. C'est selon mon intelligence. Ou bien, frère? If they are on the track, baby.